pour tout cela. Monsieur le ministre, vous avez souvent expliqué, cette fois, mais à d'autres moments également, que les systèmes financiers publics devaient être cohérents, intégrés, que l'on devait développer des stratégies, etc. Ce avec quoi nous sommes tous absolument d'accord. Et si nous avons considéré qu'il était important aujourd'hui, pour cette 5e conférence, ce 5e colloque de finances publiques entre le Maroc et la France, d'étudier la cohérence des finances publiques, c'est parce que nous en avons senti l'urgence. Nous en avons senti l'urgence, non pas à cause de la toute récente crise économique, je dirais au redémarrage de la crise économique, mais tout simplement parce que nous avons analysé les informations dont nous disposions, nous avons analysé ce que nous avons fait, ce que nous avons dit dans les périodes précédentes et notamment dans les colloques précédents. Nous avons aussi considéré que la mise en cohérence des finances publiques concernait tous les pays du monde, en fait, concernait particulièrement le Maroc. Aujourd'hui, vous avez fait allusion à la grande réforme qui allait être mise en œuvre prochainement, aux grandes réformes d'ailleurs, mais qui concerne également la France. Nous sommes, depuis déjà pas mal d'années, depuis déjà plus d'une trentaine d'années, dans une situation de crise économique permanente et de crise des finances publiques permanente. Le phénomène que nous rencontrons aujourd'hui, c'est-à-dire ce phénomène de ciseaux entre les dépenses et les recettes, ces dépenses et ces recettes qui s'écartent les unes des autres et qui, progressivement, d'année en année, de dizaine d'années en dizaine d'années, ont fait que nos dépenses publiques ont progressé considérablement sans que nos recettes parviennent à les rééquilibrer. Et donc, par conséquent, nous avons vu se développer des endettements considérables, ici ou là, et même excessivement dangereux, vous le savez, dans certains cas, pour certains pays. Alors la question de fond avec laquelle je pense, et qui est certainement dans les esprits de tout un chacun aujourd'hui, c'est comment faire pour sortir de cette situation qui est devenue de plus en plus difficile, un endettement de plus en plus important, et notamment, je le répète, pour certains pays. Comment faire pour sortir de cette situation-là qui atteint ou qui atteindra tout le monde? Il ne faut pas se faire d'illusions. Comment faire pour rendre, autrement dit, nos budgets équilibrés, ou encore comment faire pour rendre nos finances publiques soutenables? Bien, je crois qu'il y a un aspect qui n'est pas peut-être à première vue directement financier, qu'il est fondamental d'analyser. C'est justement le sujet que nous devons aborder entre cet après-midi et demain matin et demain après-midi, celui de la cohérence des finances publiques. Je m'explique. Nous sommes en face, si nous regardons simplement l'État, le Maroc, la France, nous sommes en face de 3 grandes catégories dans nos finances publiques. Les finances de l'État, bien sûr, les finances des collectivités locales et les finances de la sécurité sociale. Les finances de l'État, ça n'est pas homogène, vous le savez. Les finances de l'État, ce sont les administrations, mais ce sont aussi cette multitude d'opérateurs publics, établissements publics, etc., qui sont gérés d'une façon le plus souvent très différente les unes des autres. Donc il y a d'ailleurs déjà à ce niveau-là une question de cohérence à travailler, à étudier. Par ailleurs, les collectivités territoriales. Vous le savez bien, il y a des années que le Maroc est un État qui développe la décentralisation. Depuis la fin des années 70, pour un premier colloque, et qui va développer encore ce phénomène-là, ce processus-là. Donc là encore, on voit se développer non seulement des collectivités territoriales, mais également tout ce qui les entoure, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle, non pas des filiales, on n'est pas dans un groupe d'entreprises, mais des satellites de ces collectivités territoriales, satellites qui peuvent être publics ou privés. Donc là encore, on a un milieu fourmillant qui se développe, parce qu'on donne des responsabilités aux dirigeants, aux décideurs de ces institutions.
et que chaque fois qu'on donne des responsabilités, eh bien, on voit se développer des structures et se développer des rapports entre les acteurs. Et puis, il y a la sécurité sociale, avec son secteur maladie, son secteur retraite, son secteur allocation familiale, etc. Un secteur fourmillant, lui aussi. Là encore, il faut lui donner de la cohérence. Donc, par conséquent, nous sommes face à des problèmes, je le reconnais, excessivement difficiles. Nous sommes face à des secteurs qui sont très, très, très atomisés, à des secteurs auxquels il faut donner une cohérence, à chacun d'entre eux. Puis il faut donner une cohérence à l'ensemble, c'est-à-dire à la sécurité sociale, aux collectivités locales et à l'État. Il faut aussi que, si l'on veut prendre les bonnes décisions, eh bien, l'on ait les bonnes informations. Et pour avoir les bonnes informations, eh bien, il faut pratiquer ce que les comptables privés connaissent bien dans les grands groupes d'entreprises, la consolidation des comptes, c'est-à-dire qu'il faut essayer de rapprocher les comptes des différents éléments qui composent notre système. Donc il faut avoir un souci de clarté. Il faut savoir, pour parler simplement, il faut avoir du bon sens, il faut savoir de quoi l'on parle. Lorsque l'on parle de budget, de dépenses, de recettes, il y a des doubles comptes. On compte deux fois, si vous préférez, la même chose très souvent. C'est vrai dans tous les domaines. Il faut savoir rendre nos systèmes financiers publics clairs. C'est un souci qui concerne, certes, la démocratie, la transparence, la clarté. C'est un vieux sujet pour la démocratie, mais qui concerne la bonne gestion, car on ne gère pas dans l'opacité, on ne gère pas correctement dans l'opacité. Donc, par conséquent, rendre cohérent un système, ça veut dire, eh bien, essayer de le rendre d'abord plus transparent. Mais là, je suis encore au niveau de l'État, les finances de l'État, de la sécurité sociale, des collectivités locales. Or, aujourd'hui, vous le savez, et M. le ministre y a fait allusion tout à l'heure, il a insisté même là-dessus, nous sommes dans un univers, dans un monde où les structures se sont développées d'une façon, là encore, fourmillante avec la globalisation, avec la mondialisation. On a vu se développer une infinité d'acteurs dans le monde, des acteurs publics, des acteurs privés. On a vu également se développer considérablement les nouvelles techniques d'information et de communication qui, là encore, contribuent à un éparpillement des processus de décision. Donc, par conséquent, on est face à un monde interne ou externe, local, national, international, qui est un monde composite, un monde composé de multiples lieux de décision. Et cela, eh bien, ça a commencé à la fin des années 70. On a commencé à, je dirais, c'est pas péjoratif, parce qu'il fallait le faire. On a commencé à déconstruire nos systèmes existants, qui s'étaient figés, qui s'étaient sclérosés. Eh bien maintenant, il faut les reconstruire. Il faut les reconstruire autrement, au niveau local, national et international, qu'il ne faut pas oublier. Si nous ne participons pas les uns et les autres, si nous ne travaillons pas les uns et les autres à cette reconstruction de nos systèmes locaux, nationaux et internationaux, je crois que nous irons à la catastrophe. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça, mais pas un ordre rigide. Ça n'est plus possible. Un ordre dynamique, un système où les acteurs sont en relation les uns avec les autres, où les échanges se développent. Mais cela, il faut le penser, il faut le réguler. Donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes aujourd'hui face à une crise des modèles économiques. C'est la tarte à la crème. Tout le monde va vous dire, il y a crise des modèles économiques. Revenons un petit peu au keynésianisme, un tout petit peu pendant un petit moment. D'autres disent il faut revenir carrément, il faut revenir carrément à l'interventionnisme, etc. Ce n'est pas ça la solution. On a un modèle économique, effectivement, qui est à revoir. On a également un modèle politique qui n'est plus en relation avec la réalité du moment. Le monde s'est internationalisé, les États ne le sont pas encore. Déjà, c'est une raison pour s'interroger sur la structure, la fonction de l'État. L'État interventionniste a été très critiqué, vous le savez. C'est là une raison pour s'interroger sur la place de l'État par rapport à l'économie. Donc déjà, des modèles politiques, économiques, qui sont à revoir,
qui sont à repenser. Mais également, et c'est fondamental pour moi, non pas parce que je suis un universitaire, mais parce que ça me semble être la réalité, nous devons repenser nos modèles de réflexion, nos modèles théoriques, nos modèles de pensée. Nous devons penser autrement la réalité. Nous devons l'identifier et la reconstruire intellectuellement. Nous avons un déficit, je crois, d'interprétation de la réalité actuelle. Nous sommes dépassés par le monde, nous sommes dépassés par sa complexité, ses incertitudes, etc. Et raison de plus, et vous l'avez dit, de développer des programmations à moyen terme et voire à penser également le long terme. Nous pensons beaucoup trop le court terme. Il faut penser le long terme également. La pensée keynésienne est une pensée du court terme. Il faut régler les crises, il faut aller dans l'immédiat. Régler la crise, c'est penser, être amené à penser le court terme. Les crises financières, les spéculations, etc., vous le savez bien, c'est le court terme aussi tout cela. Donc par conséquent, il faut apprendre à repenser le long terme, comme on l'avait fait d'ailleurs au XIXe siècle, au début du XIXe et tout au long du XIXe d'ailleurs. Donc par conséquent, nous avons un travail, à mon avis, gigantesque, mais nous sommes nombreux, nous disposons de moyens de communication importants aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la société des années 60, ni des années 70, ni même 80, ni même 90. Nous sommes dans une société de communication, d'échange. Donc nous avons le pouvoir, les uns et les autres, de constituer des réseaux de réflexion, des réseaux de pensée pour repenser notre société et échanger nos opinions, échanger nos expériences et finalement essayer progressivement de contribuer à se donner une nouvelle interprétation de la société. On ne vit pas sans interprétation de la société. On ne règle pas les questions, les crises économiques, financières, quelles qu'elles soient d'ailleurs, par la technique. Une accumulation de techniques, qu'est-ce que ça fait? Ça amène à répondre par d'autres techniques. Un technicien va vous dire, il faut que je fasse ça. L'expert va vous dire, faites ceci. Mais c'est le même expert qui vous a déjà dit, faites ceci, et qui finalement, parce qu'il avait une vision partielle des choses, vous a entraîné dans des situations quelquefois inextricables. Et il va vous dire, eh bien maintenant il faut faire cela. Non, c'est son. Il faut maintenant essayer, comme vous l'avez dit, de penser global. Il faut essayer de penser à la fois analytique et global. Nous en avons, je le répète, les moyens. Nous avons les moyens de le faire, les moyens intellectuels et les moyens techniques de le faire aujourd'hui. Alors profitons-en et travaillons dans ce sens-là. Et je crois que ces colloques que nous organisons avec l'impulsion très forte donnée par, vous le savez, Nourdine Bensouda depuis le début, et là je l'en remercie vraiment, vraiment très chaleureusement. Eh bien, avec cette impulsion très forte et cette compréhension qu'il a de faire en sorte de faire circuler l'information et même faire circuler les hommes, puisque nous avons ici dans la salle beaucoup d'étudiants qui sont des étudiants qui ont été appris chez nous à la nouvelle gestion publique. Eh bien, faisons en sorte de continuer cette réflexion aujourd'hui, demain, mais aussi par la suite après-demain, et j'espère à la 6e édition de notre colloque l'année prochaine. Je vous remercie. Merci infiniment. Oui, je vais essayer d'être assez bref car il faut que j'aille accueillir notre premier président de la Cour des comptes à l'aéroport et je crois que je n'ai pas beaucoup de temps pour cette intervention. Simplement, la question de la décision financière publique, comme je l'ai écrit sur la diapositive, est, vous le savez bien, une question qui est une question à la fois fondamentale, car la décision est une question fondamentale, et c'est une question aussi qui est une question particulièrement difficile et également particulièrement difficile en ce qui concerne les finances publiques, parce que les finances publiques, eh bien, c'est l'argent public, et les choix concernant l'argent public sont des choix toujours cruciaux, toujours délicats à faire. Alors, c'est une question difficile parce que, cela a été dit, le processus de décision est un processus qui n'est pas linéaire. On a longtemps imaginé
le décideur prenait sa décision, etc., etc., selon un processus tout à fait linéaire. Ce n'est pas ça. Nous sommes dans un processus qui est multilinéaire, multirationnel, avec des rationalités, des intérêts extrêmement différents, avec également le poids du passé qui pèse sur les décisions actuelles, sur les décisions du présent, donc un espace spatio-temporel qui rend ce processus encore plus complexe, et puis un processus qui est à la fois vertical, ça a été dit ce matin d'ailleurs par tout à l'heure, pardon, par Nourdine Bensouda, un processus vertical, un processus horizontal, un processus, disons, transversal également, et un processus aux facteurs multiples. Alors cette décision financière publique, elle ne se borne pas à être complexe parce qu'elle est multirationnelle, elle est complexe parce qu'on se situe dans un véritable processus dynamique, dans une évolution dynamique avec des interrelations entre les acteurs de toutes sortes, des acteurs publics, des acteurs privés, et donc une complexification d'un système. Une complexification qui est encore, comme je le disais tout à l'heure, amplifiée par la mondialisation et par les nouvelles techniques de communication, d'information, etc. Ce qui veut dire que la question de la centralité de la décision, c'est-à-dire le fait que l'on puisse penser, par exemple, que le Parlement est le lieu ultime de la décision financière publique, eh bien, c'est aujourd'hui une façon de penser qui est totalement dépassée, qui n'est pas absolument vraie. C'est une réponse qui est en partie vraie, mais qui n'est pas absolument vraie, du fait de cette démultiplication des lieux de pouvoir, avec des réseaux qui sont locaux, nationaux, internationaux, des réseaux territoriaux, mais aussi des réseaux fonctionnels, des réseaux qui sont publics, des réseaux qui sont privés. Donc vous voyez bien, on est bien dans le cadre de la complexité. Je ne veux pas dire la complication. Un système complexe est un système à multiples acteurs, à multiples structures, en relation les uns avec les autres. Un système de ce type-là peut être compliqué, mais complexe dans ce sens-là n'est pas nécessairement péjoratif. Ça veut dire que nous avons affaire à un système tout à fait contemporain tel que nous les vivons tous les jours. Par ailleurs, dans ce système-là, la décision financière publique, elle est fondamentale. Tout d'abord, elle est fondamentale parce que, vous le savez, les finances publiques, la construction des systèmes financiers publics a été à l'origine de la construction des systèmes politiques. Il n'y aurait pas eu d'État si l'on n'avait pas à un moment donné inventé un système financier public. Un État sans finances, c'est un État qui n'existe pas et un État qui n'est pas non plus possible. Donc les finances publiques, c'est l'ossature, c'est la colonne vertébrale, c'est en fait le squelette de l'État. Alors, au sein de ce système complexe, c'est-à-dire, je le répète, à multiples acteurs, il faut mettre en cohérence les prises de décision, il faut mettre en cohérence les prises de décision et il faut s'interroger sur la légitimité des décideurs. Est-ce que les décideurs sont absolument légitimes? Ça, c'est un problème qui se pose d'une façon très cruciale, à mon sens, aujourd'hui, dans le cadre qui est le nôtre. Il faut, par conséquent, s'interroger sur les rapports entre tous ces espaces. L'espace national, bien sûr, c'est l'État. L'espace local, ce sont les collectivités territoriales. L'espace international, ce sont les différents États dans le monde. Et puis l'espace transnational, ou plutôt les espaces transnationaux, qui sont les institutions internationales qui agissent dans ces cadres-là et qui ont également des influences importantes. Donc vous le voyez déjà là, à ce niveau-là, on est déjà dans un premier niveau de complexité. Et puis si on s'interroge, comme je le disais tout à l'heure, sur ce qui se passe au niveau national, eh bien, il faut s'interroger sur les finances de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. Mais si on regarde, par exemple, le système local français, vous avez déjà au niveau du système local français des communes. Il y en a 36 700 en France. Donc c'est quelque chose, c'est bien plus que chez vous. On a nos régions, on a nos 26 régions, nos 101 départements. Nous avons des sociétés publiques locales, des établissements publics locaux, il y a à peu près 50 000. Vous avez des sociétés d'économie mixte, des associations, des groupements de communes, etc.
toutes ces institutions-là font partie du milieu local. Donc par conséquent, nous avons là des institutions publiques et des institutions privées. Il faut mettre de la cohérence là-dedans. Il faut instituer des systèmes de cohérence. Alors j'y reviendrai là-dessus. Nous essayons d'amorcer certains systèmes, certaines institutions permettant une mise en cohérence de cet ensemble-là. Si on regarde l'État, c'est la même chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les administrations et les opérateurs. Nous en avons à peu près 600 d'opérateurs en France. Donc par conséquent, là encore, une multiplicité de structures également. Et puis, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, la sécurité sociale, c'est la même chose. Je crois même qu'en France, le système social est encore plus opaque que le système local, encore plus compliqué. Alors pour le coup, c'est bien le terme compliqué qui est le terme adéquat. Donc par conséquent, il y a déjà une première chose à penser par rapport à tout ça, c'est qu'il faudrait mettre de l'ordre dans ce système-là et une certaine harmonie dans ce système-là et puis une certaine identification des institutions qui gravitent autour de ces institutions-là. Et puis nous sommes dans l'Union européenne. Vous avez là les pays de l'Union européenne. Nous nous posons des questions, vous le savez actuellement, en ce qui concerne l'Union européenne, sur la gouvernance économique et sur la gouvernance financière de l'Union européenne. Certains, ça a été vu comme une boutade, mais c'est très sérieux finalement, ont proposé, ou certains a proposé, un ministre des Finances européen. Ce n'est pas une possibilité bien sûr, mais tout ça nous a lancé sur un débat qui est un débat qui, à mon sens, est un débat important, qui est celui du fédéralisme financier. Car, là encore, nous sommes en face d'États multiples, avec des décisions multiples, eux-mêmes, ces États composés d'institutions multiples, et donc, par conséquent, il faut arriver à trouver une cohérence dans cette région qu'est l'Union européenne. Alors, trouver la cohérence, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, d'abord, trouver une cohérence entre les savoirs. Il est nécessaire d'intégrer. Trouver la cohérence, ça veut dire intégrer, ça veut dire accepter la diversité, mais les intégrer dans une même logique. Donc il faut intégrer les savoirs. Et il faut que les concepts qui peuvent être ensuite développés, qui peuvent être ensuite mis en évidence, eh bien que c'est créé, inventé, que ces concepts soient considérés comme légitimes par la population, par les administrations, par les hommes politiques, enfin par tous les acteurs d'une société. Il faut comprendre, hélas, je ne résiste pas à vous avoir mis en exergue une phrase d'un philosophe que moi j'apprécie beaucoup, c'était Gaston Bachelard, qui disait qu'il n'y a pas de phénomène simple, le phénomène est un tissu de relations. En fait, il écrit là dans le Nouvel Esprit scientifique, qui est un de ses ouvrages essentiels. En fait, il faut changer notre état d'esprit et il faut intérioriser ce genre de réflexion telle que celle de Gaston Bachelard, qui n'est pas une réflexion en fait tout à fait nouvelle. On la retrouve chez les philosophes de l'Antiquité. Vous avez fait allusion tout à l'heure, Monsieur le Président, à la philosophie. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Si l'on y regarde d'un peu près, on s'aperçoit que la pensée du complexe, elle ne date pas d'aujourd'hui. Donc, nous sommes en face d'une approche sur le plan intellectuel, d'une approche qui est très cloisonnée. Nous sommes en face d'une approche initialement juridique. Les finances publiques, autrefois, c'était la législation financière, c'était le droit, et des réponses par conséquent purement juridiques. Puis ensuite, il y a eu l'économie financière, essentiellement développée au moment du keynésianisme. Et là, eh bien, depuis, les réponses sont essentiellement économiques, quelles qu'elles soient. La portée de ces réponses est toujours à fondement économique. C'est aussi une vision unidimensionnelle que la première, que celle qui est celle du juridique. Donc, par conséquent, on est là déjà en présence de deux disciplines, le droit et l'économie, qu'il faudrait déjà mettre en relation. Et puis, il y en a une troisième qui a émergé beaucoup plus récemment avec le développement de la nouvelle gestion publique, c'est la gestion. Une gestion qui est à dominante économique. La gestion est une parente très étroite de l'économie. Mais disons que c'est une discipline qui est devenue une discipline à part entière. Et ces trois disciplines doivent être articulées. On ne peut pas penser juridique d'un côté, économique de l'autre et gestionnaire de l'autre, c'est pas possible. Je vous dis ça parce que j'ai entendu des gens très qualifiés dire il faut éliminer le droit parce que le droit c'est un frein à la gestion. Bon, pour moi c'est déjà
une erreur, car le droit permet de réguler, le droit c'est le fondement aussi d'une vie démocratique, le droit c'est donc un élément essentiel du système. D'autres disent, au contraire, ça c'est plutôt la vieille école, il faut tout traiter d'un point de vue juridique. Par ailleurs, de ce côté-là, je crois aussi que c'est une erreur, car le droit n'a jamais pu régler totalement les choses non plus. On parlait tout à l'heure de la règle d'or, par exemple. Je suis partisan d'une règle d'or, je suis même partisan pour qu'on en fasse un élément de des constitutions. C'est pas la question. Je pense que symboliquement, c'est déjà très important. Mais je pense que ça n'est pas suffisant s'il n'y a pas une bonne gestion derrière. On pourra créer tous les droits qu'on voudra, toutes les règles qu'on voudra. Si on n'est pas de bons gestionnaires, ça ira très mal et le droit ne sera pas respecté, même si c'est du droit constitutionnel, même si c'est la Constitution qui le dit. On peut certes plus difficilement modifier une Constitution, mais on peut toujours s'arranger avec les textes, croyez-moi, en tant que juriste. Donc par conséquent, le droit, la gestion, l'économie, etc., tout ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire si on accepte d'avoir une vision multidimensionnelle et non pas une vision dimensionnelle. Il faut sortir de ce schéma-là, qui est un schéma qui est très prégnant chez nos spécialistes des finances publiques. Alors, un auteur, là encore, que je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a dit, mais Gaston Gèze avait déjà bien vu le problème. On était, là vous le voyez, à la fin du siècle dernier, surtout au milieu du siècle précédent, où Gaston Gèze affirmait déjà le même type de choses. Il était très conscient que les problèmes financiers publics n'étaient pas des problèmes uniquement juridiques, alors que c'était un grand juriste de droit administratif. De la même manière, là on est de l'autre côté, c'était Francisco Netti, qui était lui italien et qui disait la même chose, qui véhiculait le même genre d'idée, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas réduire les finances publiques à un domaine, que les finances publiques étaient des phénomènes complexes. Il faut changer notre état d'esprit par rapport à ça, en nous inscrivant, à mon sens, dans cette tradition-là, dans cette tradition intellectuelle-là. Donc, il faut comprendre que les finances publiques sont fondamentalement d'essence politique, mais pas d'essence politique au sens banal du terme, pas politicien du terme. Elles le sont, bien sûr, mais ça, c'est pas cela qui m'intéresse, mais au sens de l'organisation d'une société. Et c'est là qu'on a une appréhension globale de ce que sont les finances publiques. À partir du moment où on les considère comme un phénomène qui contribue à l'organisation d'une société et qui, je le répète, y contribue très sérieusement, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, sans la construction des finances publiques, on n'aurait pas, à mon sens, d'État aujourd'hui. Donc, l'intégration des savoirs, mais aussi l'intégration des acteurs, là, c'est plus une pensée qui doit être légitime, c'est l'action des acteurs. Les acteurs doivent être légitimes. Et les acteurs, ils ont des cultures différentes. Ils ont des cultures politiques, ce sont les décideurs politiques, et ils ont des cultures techniques, ce sont ceux que l'on appelle les experts. Le débat entre l'expert et le politique, c'était encore lui aussi un vieux débat. Si vous remontez à Platon, Platon voulait que la société soit gouvernée par les philosophes. Mais si vous allez encore plus loin, vous retrouverez les mêmes débats. Et si vous remontez dans le temps, vous retrouverez les mêmes débats au XIXe siècle, avec notamment Auguste Comte, qui voulait que la société soit dirigée par des professionnels, ce qu'on appellerait aujourd'hui des professionnels, et une idée qui s'est considérablement développée au XIXe. Très prégnante dans la période contemporaine, dans la période actuelle. Donc on a d'un côté une culture juridique qui est une culture politique qui privilégie la démocratie, qui privilégie le contrôle de régularité, par exemple également, et qui considère que le Parlement est le centre ultime du pouvoir. Vous avez d'un autre côté une culture gestionnaire qui privilégie un autre type de légitimité, qui n'est plus la légitimité politique, mais la légitimité technique, celle de l'expert, la légitimité du professionnel, celle-ci, c'est l'efficacité, c'est la performance, etc. Alors, il faudrait arriver à comprendre qu'il est peut-être important de faire en sorte qu'on n'oppose pas, comme c'est le cas, nécessairement l'expert et le politique, car l'expert, son souci, c'est en fait d'éliminer le clientélisme politique, ce qui n'est pas une nouvelle chose en soi.
Mais il faut comprendre qu'à travers ce rejet du clientélisme politique, ça peut être aussi un rejet du politique qui se développe. Il ne faudrait pas que l'expert se substitue au politique. Et dans nos domaines, c'est très facile. Les techniques sont très compliquées quelquefois. Elles sont quelquefois totalement hermétiques aux profanes. Et quelquefois, on peut dire, je n'y comprends rien si on est honnête. Ou alors dire, on en riait hier soir avec Marie-Pierre Cordier, et avec Vincent Mazoric, dire « Oh, je vais faire semblant de comprendre parce que je ne veux pas passer pour un imbécile ». C'est souvent ce qui se passe. Ne faites jamais semblant de comprendre, il faut toujours poser la question. Parce que quelquefois, c'est vraiment très hermétique. Regardez un peu certains écrits sur le contrôle interne. Quelquefois, on n'y retrouve plus son petit. Ce ne sont pas les seules techniques d'ailleurs qui illustreraient ce phénomène-là. Donc on a un discours de l'expert qu'il faut quelquefois relativiser. On a aussi la volonté de mettre en place des systèmes experts. Il faut aussi se méfier des systèmes experts. C'est aussi une vision technicienne des choses qui peut être également dangereuse. Et participe de tout cela, tout ce qui fait qu'on voudrait que les finances publiques, ça marche automatiquement. Vous savez, à la fin des années 90, un économiste australien a proposé que, l'on mette en place des systèmes experts au niveau de la prise de décision concernant la fiscalité. Qu'on inscrive dans la loi une formule algébrique qui fasse que si on prend telle décision, ça a telle conséquence, etc. Et sur la fiscalité, ça limite la fiscalité à tel niveau. C'est une vision extrêmement mathématique, élaborée de la limitation de la pression fiscale, qui avait déjà été d'ailleurs mise en place d'une certaine manière, mais de façon beaucoup plus simple, aux États-Unis en 1978, sous la présidence de l'État de Californie par Ronald Reagan, qui s'appelle la proposition 13, qui a limité l'impôt foncier de l'État de Californie à 1% de la valeur du bien en question, du bien imposable. On avait là la volonté de limiter la pression fiscale par un système constitutionnalisé au niveau de la constitution de l'État de Californie pour essayer de faire en sorte que des automatismes se mettent en place. C'est ce que j'appelle la cybernétique financière. Si vous regardez de très près les finances publiques et les règles concernant les finances publiques, vous apercevrez qu'il y a énormément d'automatismes en finances publiques. Ce qui finalement aurait pour effet, si on prolonge cela, aurait pour effet que les politiques y perdent non pas leur latin, mais y perdent leur pouvoir dans ce contexte-là. Donc par conséquent, il s'agit là de comprendre là encore qu'il faut articuler les deux compétences. Et Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure. Je crois que je partage, moi en tout cas, complètement ce qu'il disait sur l'expertise. Et puis enfin, il y a une quatrième catégorie, c'est l'intégration des espaces. C'est la mise en cohérence des lieux de pouvoir financier public. Je vous ai dit qu'il y avait différents lieux de pouvoir. Il y a l'État, les collectivités locales et puis le niveau international. Il faut arriver à mettre cela en cohérence. Tout ce système-là doit être mis également en cohérence. Alors, je ne reviendrai pas longuement là-dessus, mais simplement, je rappelle que certaines zones du monde, comme l'Union européenne ou l'UMOA, par exemple, sont des zones qui sont relativement structurées, des régions du monde qui sont relativement structurées. D'autres régions, qui sont des zones de libre-échange, le sont beaucoup moins. Je pense au Mercosur, je pense à l'ASEAN, par exemple. Je crois qu'il faut aller dans le sens d'une structuration de ces zones-là, de manière à ce qu'il y ait une cohérence au niveau de ces zones déjà des prises de décisions financières publiques et qu'ensuite on puisse établir une cohérence entre les différentes zones au niveau international. Je crois que la cohérence, elle doit également se jouer à ce niveau-là. Mais pour le niveau national, je crois qu'il existe un certain nombre d'instruments qui sont préalables à la prise de décision. On l'a dit tout à l'heure, ça a été magnifiquement très bien exposé.
il y a la qualité de l'information. Ça, c'est essentiel, la qualité de l'information. Il faut la sincérité des comptes. Sans qualité de l'information, il n'y a pas de sincérité des comptes. Et la sincérité des comptes, ça veut dire qu'est-ce qu'on entend par sincérité des comptes. Et c'est là encore un vaste problème de définition, de conceptualisation. On n'est pas encore sorti de la définition de ce concept de sincérité des comptes. Et puis, si on veut la sincérité des comptes, eh bien, il faut au moins mettre en place des comptes consolidés. Comme je le disais ce matin, tout à l'heure, en début, je veux dire, de ce colloque, eh bien, c'est du bon sens qu'il faut savoir de quoi on parle lorsque l'on veut décider d'un budget. Il faut savoir ce qui se passe dans l'ensemble du secteur financier public. Il faut développer un principe d'unité vu autrement, vu à travers la consolidation des comptes. Principe de totalité financière, si vous préférez. Mais il faut absolument que nous allions dans ce sens-là. Et puis, il faut mettre en place des institutions d'aide à la décision. Alors là, c'est un peu critique, un peu crucial, car des institutions d'aide à la décision, si on considère qu'on est en face d'un système à multiples acteurs, cela veut dire qu'on ne peut pas se contenter, comme lieu légitime de la décision, du système parlementaire, d'un Parlement, car le Parlement ne représente pas la totalité des acteurs concernés. Donc, par conséquent, il faudrait mettre en place un système d'aide à la décision composé des acteurs concernés, du maximum d'acteurs concernés. On peut déjà au moins, et c'est un embryon de cela que nous avons mis en place en France depuis 2006, nous pouvons au moins imaginer mettre en place une institution composé des représentants de la sécurité sociale, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'État, pour essayer de coordonner leurs décisions en matière de dépenses publiques, mais aussi, et ça n'est pas le cas pour le système qui a été mis en place en France, mais aussi de décisions en matière de fiscalité. Je veux dire qu'il ne faut pas oublier la fiscalité, car nous avons beaucoup travaillé sur la dépense, et c'est normal, c'est une bonne chose. Mais on s'est bien aperçu, on s'en aperçoit bien, qu'il y a des limites, qu'on ne peut pas aller très au-delà, dans certains cas, de ce que l'on a pu faire, sans risquer d'entraîner de gros problèmes, qui peuvent être des problèmes économiques, car on joue sur la demande. À force de restreindre la dépense, eh bien, on restreint la demande, et donc là, on risque de créer des problèmes économiques. Des problèmes sociaux également, qui peuvent être aussi engendrés par ces mesures-là. Donc, par conséquent, il faut être prudent. Et par conséquent, il faut regarder du côté de la fiscalité. Alors, du côté de la fiscalité, il faut regarder comment on peut déjà mobiliser les ressources fiscales existantes. C'est-à-dire comment lutter contre la fraude fiscale, comment supprimer les paradis fiscaux, comment également supprimer un certain nombre d'allègements fiscaux totalement inutiles, ce que nous appelons les niches fiscales. Donc tout cela est possible, mais cela ne sera jamais suffisant, car nous sommes dans un monde qui évolue de plus en plus vers l'international, vers la globalisation. Or, les impôts dont nous parlons, la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, je les prends par ordre décroissant, c'est-à-dire dans le temps, eh bien ce sont des impôts qui ont été créés fin 19e, début 20e, ou première moitié du XXe siècle. Ce sont des impôts qui ont été créés dans un contexte qui est totalement différent du contexte contemporain, bien moins ouvert qu'aujourd'hui. Donc, par conséquent, il faut ouvrir notre fiscalité. Réfléchissez un peu. Nous avons des administrations fiscales qui ont un territoire qui est le territoire national. Mais quel est le territoire de l'économie? Quel est le territoire des grandes entreprises? Quel est le territoire des systèmes financiers au niveau international? Donc, par conséquent, nous avons à revoir complètement, je crois, notre système fiscal, aussi bien en ce qui concerne les impôts. Ils doivent, ces impôts, découvrir un autre territoire, un territoire plus vaste que celui de l'État ou des collectivités locales. Et, eh bien, cette réforme fiscale, elle doit aussi concerner nos administrations fiscales, car une administration fiscale efficace ne peut être qu'une administration fiscale qui a le même champ d'action que les contribuables. Actuellement, ce n'est pas généralement le cas. Donc, il faut mettre en place des institutions d'aide à la décision qui travaillent à la fois sur la dépense et sur la recette, et notamment et essentiellement sur les recettes fiscales. Nous avons mis en place en France un système qui n'est pas un système encore très efficace à mon sens, mais qui est déjà un début,
c'est ce que nous appelons la Conférence nationale des finances publiques. C'est cette institution qui a été créée en 2006, mais qui n'est pas une institution de décision et qui est une institution d'aide à la décision très faible et qui ne concerne pas en tout cas les ressources. Donc par conséquent, il faudrait aller un peu plus loin. Mais je vous laisse à réfléchir sur ce sujet-là. Aller plus loin, ça veut dire qu'on risque de mettre en place des institutions qui certes colleront avec la réalité des acteurs actuels, avec la complexité du système actuel, mais qui seront d'une certaine manière en concurrence avec les institutions qui ont été mises en place les siècles précédents, et je pense au Parlement. Donc par conséquent, on ne peut pas supprimer la légitimité politique du Parlement, c'est pas possible. Donc par conséquent, il faut trouver un système d'articulation entre ces nouvelles institutions qui, à mon sens, doivent être créées si on ne veut pas aller dans le mur. Donc être créateur sur ces institutions-là, sans pour autant remettre en question totalement un système parlementaire qui a fait ses preuves et qui doit être intégré dans ce cadre-là. Donc par conséquent, là, il y a une recherche qui n'est pas encore entamée. Je ne fais là que mettre le point sur quelque chose de très sensible, parce qu'il y est question de la légitimité. Elle est centrale, la légitimité. On n'accepte pas ni une pensée, ni une interprétation, ni des acteurs, quels qu'ils soient, ni des institutions si on ne les considère pas légitimes. Donc par conséquent, il faut réfléchir à tout cela et réinventer l'État, réinventer la démocratie financière, et cela dans un cadre, à mon avis, qui doit être transnational. Alors ce que je vous dis là, je termine là-dessus, ce que je vous dis là, je sais très bien que ça ne se fera pas dans l'instant, que ça ne se fera pas demain, que ça ne se fera après-demain, que ce seront mes enfants, les enfants et les petits-enfants, nos enfants et nos petits-enfants qui auront ce travail à faire, mais je crois qu'il faut leur ouvrir ce chemin-là, et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure que, compte tenu des moyens dont nous disposons actuellement, compte tenu des savoirs que nous pouvons partager aussi, compte tenu des savoirs pas seulement financiers, économiques, juridiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais historiques, philosophiques, sociologiques, voire même les savoirs acquis dans le cadre des sciences dites exactes, sciences naturelles, il faut arriver à cette pensée globale. Et ça, on peut pas, un homme seul ne peut pas le faire. Les penseurs du XVIIIe, les penseurs du XIXe, c'est plus possible. Donc il faut mettre en place, les uns et les autres, contribuer à mettre en place une intelligence que j'appellerais une intelligence collective. Merci beaucoup.